On vient du Congo. Haïti est un tiers du Congo, comme je répète, du Bénin, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et compagnie. Alors nous, on souffre ce que vous venez de dire là. Je trouve intéressant ce que dit la dame sur Haïti, parce que le cas d'Haïti est assez particulier. C'est un pays qui a été d'abord déstabilisé, parce qu'il faut dire qu'en 2004, il y a un coup d'État parrainé par les États-Unis et le Canada. Et si l'ONU ne fait rien, c'est parce que le rôle des Nations Unies est de ne rien faire. Le rôle des Nations Unies, c'est d'accompagner une stratégie géopolitique des puissances. Si vous parcourez l'histoire des casques bleus des Nations Unies, vous verrez que nulle part, ou en tout cas dans les régions sensibles où il y a beaucoup d'intérêt, l'ONU a fait quoi que ce soit. Vous avez plusieurs cas. Bien au contraire, l'ONU s'est mise au service des puissances impériales. Le cas de la Côte d'Ivoire, nous l'avons vu il n'y a pas longtemps. Le cas du Congo, ça fait plus d'une décennie. Vous pouvez aller au Soudan, où l'ONU emploie certaines troupes de l'armée patriotique rwandaise. Ceux-là même qui commettent des atrocités au Congo. Mais je tiens à rappeler une chose importante, c'est qu'historiquement, il faut comprendre comment le concept de casque bleu a été créé. C'est une idée d'abord qui vient du Canada, du Premier ministre du Canada, Lester B. Pearson. Quand vous analysez la manière dont les casques blancs ont été créés, vous vous rendez très vite compte que c'était pendant la crise du Liban. Le Premier ministre canadien avait mis l'idée de mettre en place une force internationale pour regrouper plusieurs nations et pour s'interposer, apporter la paix. En réalité, cette force avait pour objectif, en fait, puisque c'est une force internationale, donc on ne peut pas la soupçonner de rouler pour une puissance quelconque. Mais en sous-main, c'est une force qui roulait pour les intérêts occidentaux, notamment des Américains. Mais pour ne pas susciter la méfiance des Soviétiques, guerre froide oblige, on a mis en place une force internationale d'apparence. Vous savez, quand on parle d'international, en Occident, on a l'habitude de dire tout ce qui est banque occidentale, comme la Banque mondiale, c'est banque mondiale. Le Fonds monétaire international, qui est une banque occidentale, on dit Fonds monétaire international. C'est pareil pour les Nations Unies. Ce sont des instruments au service des puissances occidentales, notamment des grandes puissances, pour avancer des stratégies dans des zones jugées utiles pour ces puissances-là. Voilà. Merci beaucoup. Je vous rappelle que le but, c'est de se poser des questions qui permettent d'approfondir notre information. D'accord, madame? Excusez, j'ai des réserves. Voilà, question. Venez un peu près de moi, parce que toujours pour c'est un plaisir, mais c'est aussi pour le larcin. Il n'y a pas de souci. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu, ça fait plaisir de voir du monde. Je souhaite juste revenir sur les paroles de mon papa qui vient de dire juste avant. Donc, il considère qu'on doit beaucoup s'adresser aux Suisses qui sont dans la salle parce qu'ils ne connaissent pas la situation. Mais je tiens à te dire, en tant que femme de 33 ans qui est née en Suisse, je suis congolaise et j'ai beaucoup de frères et sœurs autour de moi qui ne connaissent pas plus la situation. Et il est temps, enfin, que nous réveillons et que nous pensions par nous-mêmes avec nos possibilités, nos intelligences, et que nous fassions, que nous commencions à nous réveiller pour notre continent sans devoir compter sur l'aide ou des Occidentaux, des ONG, des Chinois, des Indiens. Je pense qu'on est assez grand maintenant, on peut se réveiller, on peut aider notre continent, et donc il faut s'adresser, moi je crois, avant tout à nous, et après on se... Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je crois qu'on peut prendre acte de cette déclaration. Eh bien, monsieur Volontiers, vous voulez approcher de moi? Oui, je vais être bref. Je remercie tout un chacun d'être ici présent ce soir. Moi, je voudrais juste des éclaircissements du positionnement de la Suisse. Parce que j'ai entendu parler des États-Unis, des Anglais, des Français, Chinois, Israéliens, mais je voudrais quand même un petit peu des éclaircissements sur la position de la Suisse. Parce que, bon, là, il y a l'esprit, là, il y a la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Nous voulons quand même vous informer, vous éclaircir aussi, chers amis suisses, des réalités, des choses qui se passent en filigrane, par exemple,
des choses qui se font en catimini avec vos entreprises suisses comme Glencore et Metalor. Je pense qu'on a dû mettre des garde-fous, par exemple, sur le trafic d'or congolais, pays en guerre, dont on ne doit pas, par exemple, utiliser l'or du Congo. Mais nous avons des informations qui sont éclaircies, qu'il y a quand même des sociétés suisses avec des montages qui font en sorte que l'or du Congo est exploité en Suisse. Donc j'aimerais des éclaircissements, ou peut-être vous informer, ou peut-être ceux qui ont plus d'informations puissent vous informer de ces réalités-là. Et puis il y a aussi les coltans, hein, notamment du Kivu, là où il y a des ravages, où il y a pratiquement 8 millions de morts. Et ces coltans est utilisé par l'entreprise multinationale suisse, Glencore, qui fait des bénéfices énormes. Hein? Et puis, on va encore revenir aussi sur la transparence par rapport aux médias suisses, qui a, entre guillemets, des positions partisanes avec des pouvoirs en place au Congo. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à propos de l'attitude de la Suisse? Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous l'a étudié? Je pense que il ne faut pas avoir une approche réductrice du sujet. On a fait, enfin, le jeu des grandes puissances dans ce qui se passe dans la région des Grands Lacs est important. Ce qui est important, c'est de comprendre la mécanique, comment ça fonctionne. Si vous vous arrêtez seulement sur un pays, deux pays, etc., vous risquez de ne pas vraiment comprendre la globalité de la situation. Mais ce qui est important en Suisse, que moi je peux souligner en Suisse, c'est qu'on sait qu'à un moment donné, sur la propagande donc, à laquelle faisait allusion Pierre dans son exposé, c'est qu'en Suisse, il y a eu une énorme propagande qui visait à accuser des Hutus d'être des génocidaires, dont un ancien ministre de la Défense. Donc des enquêtes avaient été effectuées par l'Institut allemand qui a démontré que cet ancien ministre de la Défense, James Gassana, n'était en rien impliqué dans les événements du Rwanda. Mais le simple fait qu'il était Hutu était suffisant pour faire de lui un génocidaire ou un organisateur du génocide. Donc, et cette propagande a énormément pris corps ici. Les gens n'ont pas essayé en Suisse de comprendre pourquoi le procureur Carla Del Ponte, par exemple, que j'ai rencontré en 2005, avait été évincé de son poste de procureur. À l'époque, Carla Del Ponte, lorsqu'elle accusait les Hutus, lorsqu'elle menait des enquêtes contre les Hutus, etc., c'était un excellent procureur pour la communauté internationale. Mais dès lors où Carla Del Ponte a commencé à enquêter et surtout à accumuler des preuves sur les crimes commis par le FPR, elle est devenue un très mauvais procureur. Il y a eu des campagnes en Suisse extrêmement violentes contre elle, et dans, je dirais, l'indifférence générale. Et c'était, moi j'avais trouvé cela inacceptable. Parce que lorsque je l'avais rencontré, elle m'a dit, Monsieur Nana, moi je n'étais pas venu à Arusha pour faire une justice ethnique, pour travailler sur les ethnies. Le mandat qui avait été confié au procureur était de mener des investigations sur tous les crimes qui avaient été commis au Rwanda du 1er janvier au 31 décembre 1994. Donc il fallait identifier toutes les personnes qui avaient commis des crimes pendant cette période. La date du 6 avril avait sauté complètement du tribunal. Jusqu'à ce jour, le dossier de l'attentat du 6 avril, qui est reconnu par les Nations Unies, pas par nous, par les Nations Unies comme l'événement déclencheur, a été arbitrairement exclu par le tribunal. Et heureusement, Carla Del Ponte a été le seul procureur à avoir collaboré très activement à l'enquête du juge Bruguière en France. C'est grâce à elle que le juge Bruguière a pu interroger, auditionner un certain nombre de Hutus, donc des personnalités politiques qui sont incarcérées à Arusha. Mais avant Carla Del Ponte, Mme Louise Arbour, qui était le premier procureur, n'a jamais voulu
faire auditionner ces gens sur l'attentat, et c'est elle-même qui a tout fait pour empêcher que ses propres enquêteurs, les enquêteurs de l'ONU, mènent des investigations sur l'attentat. Donc, après Carla Del Ponte également, donc j'ai vu avec par exemple M. Hassan Boubacar Yello, il a été hors de question de revenir sur l'attentat ou d'essayer de s'emparer du dossier du tribunal. Et on a vu également cette histoire avec la boîte noire. Si vous voulez, ce qui est important en Suisse, c'est pas simplement de regarder que la Suisse est impliquée, tel pays est impliqué, mais c'est de regarder comment globalement la mécanique fonctionne dans ce jeu de criminalité. Merci beaucoup. Je vous signale qu'il y a une file d'attente. Il y a une file d'attente, et aussi il y a une file d'attente que vous ne voyez pas, mais moi si. Dans la salle, énormément de bras se sont levés. Donc je propose que vraiment on se focalise sur des questions précises si c'est possible, avec des réponses, dans le fond, assez brèves. Vous voyez ce que je veux dire? Alors la file d'attente, mais depuis un certain temps, monsieur, vous levez la main. Oui, j'ai une question. Super. Alors, levez-vous si vous êtes d'accord, votre voix portera mieux. Il n'y a pas de question bête, il paraît, mais je pense que ma question va être un peu bête. Non. On parle des Hutus et des Tutsis. Moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi cette identité? C'est une ethnie. Je suis stupide. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'arrive, à vrai dire, pas à avoir de réponse. Écoutez, c'est une question magnifique. Est-ce que je peux vous dire ça? C'est une question, mais vraiment d'une importance cruciale. Je sais, comme journaliste alors, je sais que la réponse pourrait prendre toute une soirée. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait résumer la situation? Pierre Péan, Charles Nana. Alors, la question Hutu-Tutsi est une question essentielle. Je crois que c'est la question la plus difficile, effectivement, mais qui, en même temps, est la plus intéressante. Pourquoi? Parce que les Rwandais eux-mêmes considèrent qu'il n'y a pas d'ethnie Hutu et d'ethnie Tutsi, puisqu'ils parlent la même langue. Généralement, quand vous dites aux Congolais, vous êtes de telle ethnie, c'est clair, parce que c'est lui qui les Congolais sont divisés en 200, à peu près 40 ethnies. Donc, pour les Congolais, pour les Camerounais, pour les Gabonais, les choses sont extrêmement simples. Mais au Rwanda, c'est étrange. Les Hutus et les Tutsis se distinguent par la morphologie. Bon, mais il se trouve que très souvent, et même pendant les événements, on dit que les Hutus sont généralement de type trapus, nez épaté, lèvres lipues, alors que les Tutsis auraient des traits beaucoup plus fins, plus proches des Occidentaux, nez un peu long, lèvres fines, etc. Bon, mais il est arrivé très souvent que des Hutus avaient les mêmes caractéristiques. Et donc, on les prenait pour des Tutsis. Et il est arrivé aussi que des Tutsis avaient des traits qui sont proches des Hutus. Et donc finalement, on les classait parmi les Hutus. Bon, alors, et je crois finalement qu'en réalité, même s'il est vrai qu'on peut les distinguer par ces traits de caractère, la véritable question est, dans cette affaire, c'est qu'il y a eu pendant de très nombreuses années une monarchie Tutsi au Rwanda qui a dominé de façon brutale et violente pendant des siècles la majorité de la population. C'est pour moi d'abord une affaire de conflit de pouvoir. Et cette affaire de conflit de pouvoir, c'est que les Tutsis ont dominé longtemps. Et au moment de la révolution de 59, lorsque les indépendances arrivent, les Hutus veulent mettre fin à la domination belge et ils veulent mettre également fin à la domination des Tutsis. Donc ils renversent donc la monarchie Tutsi avec l'aide de la Belgique. C'est là que l'engrenage du conflit va s'accélérer parce que toutes les séquelles que les Hutus ont accumulées pendant la période monarchique n'ont pas disparu du jour au lendemain avec la révolution. Et les Tutsis qui eux-mêmes avaient dominé pendant longtemps, considérant comme les maîtres, ceux qui sont censés gouverner, n'ont pas renoncé à reprendre le pouvoir. Donc, ce qui va se produire en 1994 est deux choses. D'un côté, une guerre de prise de pouvoir par un groupe contre un autre, doublée, n'est-ce pas, de querelles qu'on pourrait considérer comme communautaires, une communauté contre une autre.
Donc on a les deux problèmes qui se posent en même temps, guerre de conquête de pouvoir et guerre communautaire. Voilà, merci beaucoup. Franchement, vous avez eu un digest de ce qu'on peut lire, je pense. Hein? Oui, alors, oui, pour le chiffre, donc, il faut... Juste une question, c'est des classes sociales? Non, pas vraiment, pas vraiment. C'est un problème de communauté. Hein. Les anthropologues parleraient de lignage. C'est-à-dire que vous avez un lignage du côté des Hutus qui s'est développé avec une descendance Hutu et un lignage du côté des Tutsis qui s'est développé avec un groupe de Tutsis. Mais ce qui est important à noter, c'est que entre les deux groupes, vous avez eu avant même les mariages, vous avez, les Tutsis ont toujours été minoritaires. Donc c'est la minorité qui a toujours dominé le pays. En 59, c'est la majorité qui gouverne. Et en 94, la minorité revient aux affaires en écartant complètement la minorité. Mais un petit détail important, c'est qu'entre 1973, lorsque le président Habyarimana prend le pouvoir, entre 1973 et 1993, à peu près 92, avant la tension, l'exacerbation de la tension, il y a des mariages entre Hutus et Tutsis. Et ce qui est, du point de vue de la terminologie impropre, c'est lorsqu'on parle de génocide Tutsi. On ne comprend pas très bien de quoi on parle. Parce que si vous acculez intellectuellement ceux qui défendent cette position, moi j'ai posé une question très simple. Par exemple, Corneille, le chanteur Corneille que vous connaissez, bon, son père était Tutsi et sa mère Hutu. Donc, si Corneille est victime de la tragédie rwandaise, il est victime du génocide Tutsi ou du génocide Hutu. Donc, vous avez comme ça cette espèce de ces gens de gens qui sont des bâtards de la tragédie rwandaise et qui est extrêmement grave. Si vous permettez, je vois bien que vous voulez tous intervenir, mais la parole à la salle, vous êtes d'accord? Non, je me rajoutais quelque chose de très important, juste pour compléter, mais Charles. brièvement. Oui, tout à fait. Je pense que dans le dossier Hutu-Tutsi, on peut d'une certaine manière, je dirais d'une certaine manière, parler de classe sociale. Parce que dans la psychologie des Tutsis, à l'époque féodale, le Hutu est considéré comme le serf, le serviteur. Donc, c'est-à-dire, il est arrivé au Hutu, le Hutu pouvait perdre sa Hutité, c'est-à-dire, on pouvait l'élever à un rang, mais le Tutsi, même s'il était pauvre, il était considéré comme supérieur. Et un événement important qui permet de comprendre le génocide, c'est l'assassinat du président Ndadaye au Burundi. Au Burundi en 1993. Pourquoi? Parce qu'au Burundi, il y a eu des élections. Le Burundi connaissait le même problème que le Rwanda. Il y a eu des élections en 1993 et un président Hutu est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe après? Il est assassiné par l'armée composée des Tutsis, soutenue par le FPR qui mène une guerre de conquête au Rwanda. Donc cette situation va radicaliser les Hutus du Rwanda, puisque tout d'un coup ils se rendent compte que les Tutsis ne laisseront jamais un président Hutu au pouvoir, peu importe l'issue démocratique de la démarche avancée. Donc le problème, le cas burundais, permet de comprendre en fait la frustration des Hutus au Rwanda et permet d'expliquer aussi le déchaînement des violences, raison pour laquelle d'ailleurs le tribunal pénal international n'a pas été capable de prouver que le génocide contre les Tutsis avait été planifié. Merci. Voyez, merci beaucoup. Au Burundi, il y a trois ethnies, il y a les Tutsis, les Hutus et les Twa. Il faut préciser ça. Et les Tutsis, avant tous les métissages, sont considérés comme des populations d'origine nilotique. Tandis que les Hutus sont des Bantous. Donc voilà l'origine. Écoutez, je ne me donne pas l'époque, mais c'est juste une précision. Les divisions sociales viennent par la suite dans le développement historique. Merci beaucoup. Voyez, ne vous démobilisez pas, mesdames et messieurs, ne vous démobilisez pas, nous continuons à nous informer, nous continuons à accumuler des petits points de repère qui seront importants pour vous lorsque, rentrez chez vous, vous plongerez dans les bouquins de Pierre Péan, de Charles Onana ou de Patrick Beck. Voilà, madame. Bonsoir à tous, je me présente Nadine Joko-Pesker de l'association Don't Be Blind This Time. Pour rebondir sur ce qui a été dit, donc, nous avons aussi lancé une pétition, donc vous êtes tous appelés à la signer encore, il nous faut des signatures pour justement que cette situation avance. Et puis ma question c'était en fait par rapport à ce qu'on voit actuellement dans les journaux, comment interpréter maintenant tous ces signes en fait qui sont plus ou moins, enfin un tout petit peu contre
le régime Kagame avec l'assassinat de personnes de son entourage en Afrique du Sud. Est-ce que la situation est en train de tourner en sa défaveur? Comment lire en fait ce qu'on voit dans les journaux? Puisqu'on a aussi beaucoup parlé de ces journaux qui étaient jusqu'à présent très verrouillés. Et comment ça se fait que maintenant on a ce, ce lâchage en fait de sa personne? Merci. Merci beaucoup. Enfin, je ne crois pas qu'on en est encore au lâchage, mais on en est en tout cas au trouble. Pas en France, parce qu'en France, il faudra tellement de temps avant que les choses changent. Mais disons que ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir la position américaine, notamment, qui est quand même très très gênée. Madame parlait surtout de ce qui s'est passé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, où Patrick Karegeya a été étranglé par des gens venant du Rwanda. Et peut-être encore au moins aussi grave, sinon plus grave, c'est que Kagame a revendiqué et a dit qu'il poursuivrait tous les opposants. Et puis il y a une quinzaine de jours, 15 jours à peu près, donc l'ex-général Faustin Kayumba Nyamwasa a fait l'objet de sa 6e tentative d'assassinat contre lui. Alors pour les pays qui revendiquent haut et fort les valeurs démocratiques, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Mais on n'en est qu'au début du trouble. Je ne sais pas, on n'en est pas encore du tout au lâchage. Merci. Je vous rappelle que nous sommes encore focalisés sur le Congo. Hein, d'accord? Sur le Congo. Mais là, si vous permettez, Patrick Mbeko. Bon, d'accord, allez. Je dirais simplement, étant congolais et surtout africain, qu'ils soient lâchés ou pas, ce n'est pas notre problème. Pour les puissances occidentales, notamment les États-Unis, c'est un jeu. C'est comme un jeu de cartes, un jeu d'échecs. Il y a ce qu'on appelle la politique des États profonds. La politique américaine par rapport aux intérêts américains ne changera pas. Donc on lâche Kagame comme on a lâché Mobutu pour trouver un autre. La roue continuera à tourner. Il est vrai qu'on peut regarder ça avec un certain recul pour dire bon, il sera lâché ou pas. Mais au fond, l'État profond, lui, continuera toujours à fonctionner selon les intérêts du pouvoir américain, du régime américain. Voilà. Merci. Je vous signale, mesdames et messieurs, que j'ai des débuts d'émeutes dans la file d'attente. Alors, moi j'avais une question au niveau de la sémantique. Finalement, on parle de génocide, de révisionnisme. On a parlé de génocide dans le cas des Hutus, des Tutsis. Vous dites que c'est pas... Encore, on a entendu que c'était pas un génocide, mais on continue à utiliser le terme de génocide. On utilise le génocide pour ce qui se passe au Congo. Donc finalement, est-ce qu'on pourrait avoir un éclaircissement sur qu'est-ce qu'on entend strictement par génocide? Et finalement, en quel cas on utilise ou pas le terme de génocide?